Je vous propose de reprendre nos travaux cet après-midi avec 5 tables rondes. Des tables rondes que nous avons construites ensemble avec plusieurs partenaires, des partenaires terrain, des partenaires institutionnels, que je remercie par avance pour leur participation. Notre première table ronde, pour ouvrir nos discussions, nos échanges, nos réflexions, elle porte sur la démographie des professions de santé. Et il nous a semblé important de faire appel à l'institution qui probablement est la plus légitime, ou en tout cas la plus reconnue en matière d'études démographiques en France. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Léger de l'INSEE Normandie, qui est avec nous, qui évoquera, vous allez le voir dans un instant, d'abord la démographie de la population normande, qui est évidemment le premier facteur qui nous intéresse pour comprendre les manques, les dynamiques en matière de démographie des professions de santé. Et puis, on pourra bien sûr lui poser des questions. Et ensuite, on poursuivra l'échange avec Valentin Drone, qui travaille à l'ARS, qui vous présentera un outil qu'il a conçu et piloté avec Audrey Henry, chef du pôle professionnel de santé de l'ARS, et sur lequel, évidemment, on pourra échanger avec plaisir. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer notre après-midi par ce focus sur la démographie, et puis ensuite d'avoir en séquence plusieurs tables rondes plus spécifiques sur les aspects qui sont autour et au cœur de l'attractivité, la fidélisation, la qualité de vie au travail, la sécurité, des sujets très importants aujourd'hui comme la prévention des violences sexistes et sexuelles, tous les aspects qui font qu'on peut construire un environnement attractif pour les professionnels santé de demain, les jeunes évidemment, et puis aussi les moins jeunes en reconversion. Merci encore une fois à toutes et à tous d'être avec nous cet après-midi. Et puis sans plus attendre, je passe la parole à Mathieu Léger pour l'INSEE Normandie. Merci. Bonjour à tous et merci de nous accueillir aujourd'hui. Alors effectivement, aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter quelques données chiffrées sur la démographie normande. Alors à la fois une rétrospective de son évolution au cours des dernières décennies, mais aussi et surtout ce qu'elle pourrait devenir au cours des prochaines décennies et à l'horizon 2050-2070 en particulier. Et effectivement, donc pour ceux qui connaissent déjà nos travaux, vous allez peut-être retrouver des chiffres que vous avez déjà entendus ici ou là, mais l'un des principaux enjeux de la Normandie et qui impacte tout le reste, c'est l'évolution de la démographie normande. Alors, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé au cours des dernières années, on voit que depuis une cinquantaine d'années, la population régionale a augmenté, mais dans des proportions plus modeste qu'ailleurs. Néanmoins, on est sur une évolution de plus de 20% sur une cinquantaine d'années, donc on est quand même assez au-dessus des régions les moins dynamiques que sont le Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté ou les Hauts-de-France, mais bien en dessous d'autres régions plus littorales et en l'occurrence dans le sud de la France. Dans le détail, vous voyez que certains départements ont connu une forte progression de leur population, le Calvados, l'Eure, dans une moindre mesure la Seine-Maritime. Je dis dans une moindre mesure parce qu'en proportion, ce n'est pas l'évolution la plus forte. En revanche, on a constaté déjà depuis un certain nombre d'années, enfin on voit en tout cas que depuis 1968, la population du département de l'Orne avait commencé à baisser. Alors dans le détail, la trajectoire des différents départements, elle est assez comparable, même si l'intensité de l'évolution de chacun de ces territoires n'est pas la même. On a quand même été sur des progressions à peu près partout au sein des départements normands, avec des dynamiques très fortes dans le département de l'Eure et dans une moindre mesure celui du Calvados. Ce qui est important de relever, c'est que la trajectoire démographique s'est inversée depuis maintenant à peu près 7-8 ans, en l'occurrence depuis 2016, où sur l'ensemble de la région, la population a commencé à diminuer, et c'est le cas dans à peu près tous les départements normands, à l'exception de la Seine-Maritime et du Calvados, qui restent sur des faux plats montants, faux plats descendants. D'une année sur l'autre, c'est assez fluctuant. On est aussi sur les deux départements les plus peuplés de la région et avec les principaux pôles d'emploi.
Alors maintenant, si on regarde un petit peu dans le détail l'impact de ces trajectoires sur la pyramide des âges et la répartition de la population par classe d'âge, on voit que les choses ont déjà beaucoup changé. En 68, on était sur une vraie pyramide avec une base, c'est-à-dire une classe des jeunes normands très, très importante. Vous repérez au sein de la pyramide des âges, qui est en liseré bleu et liseré jaune, les conséquences des différentes guerres mondiales, avec des trous sur certaines classes d'âge. Mais en tout cas, une population âgée qui était plutôt faible en 68. En 2023, donc dernière année de mesure pour cette pyramide des âges, vous voyez que la situation a déjà considérablement évolué, puisqu'on n'est quasiment plus sur une pyramide, mais sur quelque chose d'assez droit, avec maintenant, dès aujourd'hui, quasiment autant de personnes âgées que de jeunes, et une perte sur 50 ans déjà d'à peu près 200 000 jeunes, alors que la population la plus âgée a déjà considérablement augmenté. Donc ça, c'est pour ce qui s'est déjà passé au cours des dernières années. Maintenant, si on regarde un petit peu de manière prospective, puisque l'un des exercices favoris de l'INSEE, c'est effectivement de réaliser des projections de population en regardant et en prolongeant les dynamiques les plus récentes, on observe une poursuite en fait de la tendance observée au cours des dernières années au sein de la région, avec une perte à l'horizon 2070 qui pourrait atteindre 460 000 personnes à l'échelle de la région. À titre de comparaison, et pour donner un repère un peu concret, c'est l'équivalent de la métropole rouennaise, donc c'est considérable. On verra un petit peu plus loin comment va se répartir cette perte de population, mais vous voyez que par rapport à la courbe française, c'est une trajectoire assez singulière, puisqu'on est sur une petite trajectoire en cloche pour la France qui devrait continuer à progresser légèrement pour revenir au niveau qu'elle connaît aujourd'hui à l'horizon 2070. Ce n'est pas du tout le cas de la Normandie. Les petites bulles représentent des jalons pour chaque décennie intermédiaire qui vous permettent de voir un petit peu l'allure de cette perte de population. Maintenant, si on revient sur les pyramides des âges, vous retrouvez celle que nous avons vue précédemment, celle de 1968 et celle d'aujourd'hui. Et on vous a ajouté ici la pyramide prévisionnelle de 2070, donc en prolongeant encore une fois les tendances récentes. Alors, d'une part, on fait vieillir les personnes qui sont déjà nées et que nous connaissons déjà, entre guillemets, je mets des guillemets évidemment, et nous projetons des naissances pour essayer d'estimer la population la plus jeune à cet horizon. Et là, vous voyez que on arrive presque par rapport à 68 sur une pyramide inversée avec un gonflement assez important du haut de la pyramide et donc de la population la plus âgée. On en a déjà parlé un petit peu ce matin lors de l'ouverture de cette journée. La population la plus âgée va augmenter considérablement. Je vais vous montrer ensuite dans quel niveau de détail tout cela va se dérouler. Maintenant, si on se concentre sur les actifs, puisque l'objet de cette journée, c'est aussi de travailler sur l'attractivité des métiers, mais une attractivité qui doit être abordée dans un contexte où la main-d'œuvre est en diminution et devrait continuer à diminuer au cours des prochaines années. Et lorsque l'on observe la Normandie, c'est une perte de 200 000 actifs potentiels que l'on pourrait avoir. Alors, on a vu tout à l'heure que la population en âge de travailler allait diminuer de manière plus conséquente, mais vous n'avez pas que des actifs dans la population en âge de travailler. Donc si on s'arrête sur les actifs, on voit que celle-ci devrait considérablement diminuer cette population au sein de la région. C'est l'une des 3 régions de France qui sera le plus affectée, avec une baisse très importante sur les plus jeunes et une augmentation des actifs les plus âgés. Ce que l'on voit surtout, c'est qu'à part le taux d'activité, que ce soit le solde migratoire ou l'évolution démographique, tous les indicateurs vont contribuer à cette baisse de la population active en Normandie. Et dans le détail, on retrouve ce que j'évoquais il y a quelques instants, à savoir un vieillissement de la population active, puisque donc vous avez en fond coloré, en liseré, pardon, la population active telle qu'elle existe aujourd'hui, et en fond coloré ce qu'elle devrait devenir. Alors on voit que d'une manière générale, elle va baisser considérablement dans toutes les classes d'âge, à l'exception des plus âgés. Donc ça s'inscrit dans la dynamique plus globale d'évolution de la population normande. Mais 200 000 actifs de moins sur un territoire comme la Normandie qui compte à peu près
tout secteur professionnel confondu, 1 200 000 emplois, c'est 1/6 de la population active, 1/6 des emplois qui pourraient être en difficulté sur le territoire. Et donc pour terminer, et compte tenu des différents éléments que nous venons de passer en revue, il y a une dizaine d'années, la direction régionale de l'INSEE Normandie et l'ARS de Haute-Normandie, à l'époque, avaient travaillé sur un projet d'étude qui consistait à regarder, à faire un état des lieux de la population des professionnels de santé, notamment la pyramide des âges de ces différents professionnels de santé par territoire, et d'estimer au regard de cette pyramide des âges et des départs prévisionnels en retraite, mais aussi en regardant l'évolution provisionnelle de la population et déjà à l'époque son vieillissement, quels pourraient être les besoins à l'horizon 2025-2030. Et c'est ce travail que nous allons désormais engager avec l'ARS de Normandie, ce travail de réactualisation, dans un contexte assez différent de 2015, puisque depuis cette date, l'accélération du vieillissement de la population a été observée. La baisse de la natalité et donc du potentiel de main-d'œuvre de la région s'est intensifiée. Ce qui fait que tous ces indicateurs doivent être aujourd'hui reconsidérés pour estimer de nouveau quels sont les enjeux en matière de renouvellement de la population des professionnels de santé, à la fois, encore une fois, au regard de la pyramide des âges des professionnels, mais aussi du vieillissement de la population et des besoins nouveaux qui vont en découler, puisque je pense que là, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'effectivement, plus la population est âgée et plus potentiellement elle est consommatrice de soins. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Merci beaucoup, Mathieu, restez avec nous. Effectivement, c'est un travail qu'on va démarrer demain, d'ailleurs. On a cette première réunion de travail ensemble, donc dans le cadre d'un partenariat INSEE-ARS Normandie, travail qui va s'étaler sur le semestre, pour lequel on va reprendre nos bases de données et finalement, ensemble, reconstruire un modèle pour essayer d'approcher les besoins en renouvellement des professions de santé pour la région. Vous avez vu sur des horizons de plusieurs décennies. Donc c'est un travail qui est toujours utile parce que autant la tendance, peut-être d'une certaine façon, tout le monde la sent ou la pressent, autant ça peut être très intéressant de la regarder plus finement, de voir s'il n'y a pas peut-être des secteurs sur lesquels il faut plus s'appuyer que d'autres. L'idée, c'est aussi de contribuer à une prise de conscience plus forte et plus documentée, puis peut-être aussi de découvrir quelques des intuitions qui ne seraient pas forcément justes, et que par ce travail d'approche, on va pouvoir valider ou pas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur cette présentation de l'INSEE? Une question là-haut. Une question de Nicolas Bougaud, directeur du CH de Lisieux. Merci. Bonjour. Du coup, j'avais une question sur les projections de baisse de population sur la Normandie. Est-ce que sont intégrés dans les éléments de prévision les impacts éventuels du dérèglement climatique et du réchauffement climatique sur une trajectoire à plus 2, plus 4 degrés dans les prochaines décennies, avec des flux migratoires en France du pourtour méditerranéen ou du sud vers le nord, ou est-ce que ça fait pas partie, est-ce que c'est intégré d'une part, et si c'est intégré, dans quelle mesure ça joue, et si c'est pas intégré, pourquoi n'est-ce pas intégré, ou voilà. Merci. Alors, ce n'est pas intégré. Je vais développer un petit peu. Il y a en revanche un travail qui est engagé par l'INSEE Normandie pour travailler sur justement toutes les problématiques d'attractivité de la région et regarder effectivement ce qui pourrait se passer en matière d'évolution climatique dans la région, notamment sur la base d'un travail qui va être réalisé en partenariat avec Météo France sur l'évolution prévisionnelle du nombre de journées à très forte chaleur au cours des prochaines décennies. Pour autant, et on sait déjà, je peux déjà vous livrer quelques résultats, c'est que la région, les Hauts-de-France et la Bretagne, sur la base d'un travail national qui avait été réalisé, sont déjà identifiées comme les 3 régions les plus épargnées au cours des prochaines décennies. Donc c'est effectivement, a priori, un facteur d'attractivité
qui laisse de l'espoir, je dirais, pour l'attractivité de la Normandie. Pour autant, il est impossible aujourd'hui, dans les modèles de prévision de population, d'estimer quelles seront les dynamiques qui seront engagées à partir en fait, de ce critère d'évolution des conditions. Et une raison qui me fait relativiser un petit peu l'enthousiasme qu'il peut y avoir autour de cet indicateur, qui est légitime hein, par ailleurs, c'est que les mouvements de population sont quand même aujourd'hui, en tout cas en Europe, on aborderait sans doute la question différemment si on parlait des migrations climatiques des pays du Sud vers les pays du Nord. C'est essentiellement l'emploi qui guide les migrations de population. Donc je ne suis pas sûr qu'à l'horizon, je ne suis pas sûr, ça ne veut pas dire que je peux le prédire, mais je ne suis pas sûr qu'à l'horizon de 2050, et malgré l'évolution favorable du climat dans la région, cela provoque en fait des dynamiques migratoires suffisamment importantes pour inverser les tendances démographiques assez lourdes et de fond que nous venons d'aborder, tout simplement parce qu'il y a aussi déjà structurellement sur le territoire un nombre de femmes en âge d'avoir des enfants et un indice conjoncturel de fécondité qui sont très faibles. Et là, nous sommes sur des dynamiques de long terme qui font que déjà, à 20 ou 30 ans, on est à peu près sûr qu'on va avoir beaucoup de difficultés à inverser la trajectoire qui est désormais engagée. Pour autant, comme la création, l'ouverture d'une industrie, l'évolution du climat peuvent influer plus ou moins fort sur les dynamiques que nous venons d'aborder. Donc non, ce n'est pas pris en compte. Mais il peut y avoir un peu d'espoir. Merci beaucoup pour cet élément de réponse et d'éclairement. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer la parole maintenant donc, à Audrey Henry et Valentin Drone pour présenter un outil donc, qui a été mis au point par l'ARS Normandie pour s'approcher au mieux des réalités de tension sur différents métiers médicaux, métiers paramédicaux, de manière là aussi à pouvoir éclairer au mieux les décisions qui peuvent être prises par l'État. Et puis bien sûr, c'est un outil qu'on souhaite partager avec vous toutes et vous tous et avec le grand public sur la démographie des professions de santé en tension de la région. Donc effectivement, nous allons vous présenter les atlas des professions sur lesquelles nous sommes en train de travailler, donc, qui doivent permettre de répondre à un double objectif. Donc le premier objectif, c'est bien sûr de disposer d'une meilleure connaissance des professions de santé. Donc on va retrouver dans ces atlas les caractéristiques de chaque profession, pyramide des âges, répartition par sexe, ou encore poids de chaque mode d'exercice. Également l'évolution de ces professions dans le temps sur les 10 dernières années, et puis bien sûr les notions de répartition, de densité nationale, régionale, départementale. Et le second objectif de ces atlas, c'est de partager ces outils de connaissance, et plus particulièrement les indicateurs de tension qui s'en dégagent avec l'ensemble des acteurs du système de santé. Alors, du coup, ces atlas nous permettent de disposer d'éléments d'analyse d'enjeux qui nous permettent d'alimenter nos diagnostics territoriaux, de définir nos orientations, nos priorités régionales. Donc, de celles-ci découlent des feuilles de route à la fois régionales, mais également départementales, voire infradépartementales, pour tenir compte au mieux des contrastes territoriaux. Et l'observation de l'évolution de ces données démographiques permet d'évaluer l'impact de nos politiques publiques, de nos dispositifs. Donc voilà, les atlas sont vraiment des outils de connaissance et d'aide à la décision. Donc ce sont des outils d'aide à la décision pour déployer les axes de la feuille de route qui vous a été présentée ce matin, pour améliorer l'attractivité des métiers de la santé et la fidélisation des professionnels de santé dans notre région. Donc, parmi ces axes de travail donc, figurent ce qui s'affiche, donc mener des actions de promotion des professions de santé, donc, parce qu'on a des professions qui sont méconnues, des professions paramédicales, non médicales, des spécialités médicales également, et puis également améliorer l'image de certaines professions. Également, un autre axe de travail, attirer les jeunes praticiens, les soignants dans les territoires les plus en tension. Donc, nous portons des dispositifs comme le contrat d'engagement de service public, le contrat d'allocation d'études, le zonage, les dispositifs de post-internat, créer de nouvelles formations en région, donc ce qui a été également évoqué ce matin, assistant de régulation médicale, orthoptiste, faculté d'odontologie, et enfin adapter les capacités de formation. Donc à ce jour,
les atlas des professions sont déjà finalisés pour un certain nombre de professions. Vous voyez s'afficher. L'objectif, c'est de poursuivre cette dynamique et de mettre à disposition des atlas pour toutes les spécialités médicales et le plus de professions non médicales possible. Donc, pour construire les atlas, nous nous appuyons sur un ensemble de données, de bases de données, donc ils sont listés ici, donc Diamant, les données de l'adresse, les outils de la direction du numérique, notamment Carto Santé, l'atlas de la démographie médicale en France du Conseil de l'Ordre, les données de l'INSEE. Voilà, des bases de données qui sont pour la grande majorité publiques et accessibles à tous, donc voilà, sur lesquelles nous construisons nos atlas et nous avons vocation à les actualiser régulièrement. Donc là, nous vous proposons, alors de manière très synthétique, de vous présenter deux atlas qui sont finalisés, donc l'atlas sur la médecine générale et l'atlas sur les infirmiers, voilà, de manière vraiment très synthétique, et vous pourrez ensuite les consulter. Donc je vais passer la parole à Valentin qui va vous les présenter. Bonjour. Alors, chaque atlas suit le même formalisme. Tout d'abord, un état des lieux de la situation nationale, puis un état des lieux de la situation régionale, et ensuite un état des lieux des 5 départements normands. Donc, pour la médecine générale, la situation nationale, nous observons une diminution du nombre de médecins généralistes à partir de 2018, avec un petit effet en cloche entre 2014 et 2018. Il s'agit d'une profession qui se féminise énormément et qui se rajeunit. Les femmes de la tranche d'âge 30-39 ans sont les plus importantes, et ensuite ce sont les hommes et les femmes de plus de 60 ans, enfin de 60 à 69 ans, qui sont les plus représentés en médecine générale. La moitié des médecins généralistes français exercent en libéral. Néanmoins, on a quand même de nombreux médecins qui exercent à l'hôpital et en mixte, donc ville-hôpital. La situation régionale normande est légèrement différente de la situation nationale. Donc vous pouvez voir la situation nationale en rouge et la situation normande en vert. Nous, on n'a pas eu en Normandie le petit effet de cloche. La diminution commence dès 2016-2017. Nous observons les mêmes tendances qu'au niveau régional, qu'au niveau national sur la féminisation de la profession et le rajeunissement. Les points orange. Alors, la répartition territoriale des médecins généralistes libéraux en Normandie. Donc, la densité en Normandie est de 126 médecins généralistes pour 100 000 habitants, tandis que la densité nationale est de 145 médecins généralistes pour 100 000 habitants. Sur cette carte, les points orange symbolisent une diminution du nombre de médecins généralistes en exercice libéral sur les 5 dernières années, et les points bleus, une augmentation. En Normandie, la répartition par mode d'exercice est similaire à la situation nationale. Plus de la moitié des médecins généralistes exercent en libéral, 1 sur 5 exerce exclusivement à l'hôpital. Les atlas des spécialités comportent également des données sur les capacités de formation en région, leur évolution sur les dernières années. Les 2 UFR normands accueillent chaque année de plus en plus d'internes de médecine générale. Le nombre a augmenté de plus 13% entre 2020 et 2023. En 2024, les UFR normands ont accueilli 191 nouveaux internes de médecine générale. Les atlas comportent également des informations sur le taux de fixation des jeunes diplômés aux régions. Et actuellement, le taux de fixation pour la médecine générale est de 72% en Normandie. Donc le formalisme régional est transposé à chaque département. Nous allons vous présenter l'exemple du Calvados. Donc la situation dans le Calvados est légèrement différente
de la situation régionale, puisque le Calvados arrive à maintenir ses effectifs de médecins sur les 10 dernières années, et même avec une légère augmentation de 4%. La densité départementale du Calvados est de 141 médecins généralistes pour 100 000 habitants en 2024. Elle était de 142 médecins généralistes pour 100 000 habitants en 2010. Donc elle a réussi à se maintenir. La répartition du mode d'exercice est similaire à la situation nationale et régionale. Plus d'un médecin généraliste sur 2 exerce en libéral. Maintenant, une brève présentation de l'Atlas des infirmiers. Donc la situation nationale. En 2021, les infirmiers ont basculé, l'enregistrement des IDE est passé du répertoire ADELI vers le RPPS. La base de données Diamant n'exploite les données qu'à partir de cette bascule. Donc sur la base de ces données, le nombre d'IDE a augmenté de 7,6% entre 2021 et 2024 en France. Il s'agit d'une profession majoritairement féminine et de moins de 50 ans actuellement. À l'instar du niveau national, le nombre d'infirmiers en Normandie a augmenté ces dernières années. Donc sur le diagramme, vous voyez la répartition entre nos 5 départements. Donc la Seine-Maritime qui représente presque la moitié des professionnels en région. Et enfin, donc, comme pour la médecine générale, le formalisme est transposé au niveau national, régional, puis départemental. Donc là, vous voyez afficher l'exemple de l'Eure. Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a également une augmentation du nombre d'infirmiers et que la majeure partie des infirmiers ont un exercice à l'hôpital. Et vous pouvez dès à présent retrouver ces 2 premiers atlas sur le site de l'ARS de Normandie. Et les suivants arriveront très prochainement. Merci. Merci beaucoup. C'est peut-être important de préciser donc, que ces atlas sont mis en ligne sur le site internet de l'ARS Normandie. Ils sont donc consultables par le grand public et par vous-même évidemment, et que nous les mettons à jour, nous les actualisons à minima 1 fois par an. Et donc on va continuer à le faire pour les années suivantes. Donc c'est évidemment important parce que à travers ces chiffres qui, je pense, appellent forcément des réflexions, des commentaires, des réactions, l'enjeu, en tout cas pour nous, c'est d'offrir à vous toutes et vous tous un regard peut-être plus documenté ou plus précis. Alors on essaie de le faire sur le maximum de professions. On ne les a pas citées d'ailleurs. Alors oui, on peut revenir effectivement sur la liste des atlas disponibles à ce jour. Donc infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, sages-femmes, pharmaciens. Et au niveau des spécialités médicales, nous avons pour l'instant fait la cardiologie, la gériatrie, la gynécologie obstétrique, médecine générale, médecine physique et de réadaptation, médecine d'urgence, pédiatrie, psychiatrie, radiologie et réanimation. Et l'objectif est de pouvoir présenter les atlas de l'ensemble des spécialités médicales et d'un certain nombre de professions non médicales pour la fin de l'année, qui puissent être consultables sur le site internet pour la fin de l'année. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Sinon, je vous propose de passer, de vous remercier beaucoup les uns, encore une fois, et puis de passer à notre table ronde suivante. Nouveaux soignants, informer, orienter, valoriser les métiers auprès du public jeune et des salariés en reconversion. Et je passe la parole à Juliette Joly, chef du pôle attractivité des métiers de santé de l'ARS Normandie. Alors du coup, s'ils peuvent me rejoindre, Madame Anne-Cécile Ric, Madame Muriel Le Petit et Madame Clarisse Regard-Carnier, s'il vous plaît.
Alors, bonjour à toutes, merci beaucoup d'être présente pour cette table ronde du coup qui concerne les nouveaux soignants, informer, orienter, valoriser les métiers auprès d'un public jeune et de salariés en reconversion. Donc avec moi j'ai 3 femmes, on n'est pas sur la parité sur cette table ronde et vous le verrez on ne sera pas tellement plus sur la parité sur les suivantes. Alors du coup on a Madame Rick d'abord qui représente l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. Merci d'être venue. Merci à vous. On a Madame Le Petit, chef de projet plateforme des métiers de l'autonomie et responsable du coup de l'agence Calvados Autonomie. Et puis Madame Regard-Carnier, directrice des formations en santé de l'Institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge à Alençon. Bienvenue à toutes les 3. Merci. Alors je voulais commencer par l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'agence et les principaux projets actuels de l'agence ? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, l'Agence de l'orientation et des métiers de Normandie a été créée en 2020 suite à la loi de 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a confié aux régions toute la compétence dédiée à l'information sur les métiers et à l'orientation. Donc nous, notre ambition, elle est vraiment liée à cette journée, c'est de rendre attractifs les métiers et les formations en Normandie et surtout de porter à connaissance de tous les publics la variété et la richesse des métiers à découvrir. Donc c'est tous les publics normands d'une part, mais aussi les professionnels, puisqu'on a tout un volet qui est de sensibiliser tant les équipes éducatives et pédagogiques sur l'information sur les métiers, mais aussi le service public régional de l'orientation et des métiers. Vous avez beaucoup d'actions de portée régionale qui permettent de sensibiliser au secteur notamment de la santé et du social. Ouais, tout à fait. Donc on a bien évidemment toute une gamme de services avec des projets assez phares qui est le Salon régional de l'orientation et des métiers. Donc pour ceux qui étaient présents l'an dernier, on a eu un magnifique espace qui a été créé, notamment, vous voyez encore, je pense là, voilà, les grands toute totems. la signalétique qui est présente. L'idée quand même, c'est d'accueillir 30 000 jeunes chaque année, donc soit à Caen, soit à Rouen, pour faire découvrir les métiers. On a une déclinaison territoriale à travers des métiers en tournée. Donc même principe, faire découvrir les métiers, mais là plus localement, puisque ne pas rester que à Caen ou à Rouen, aller au contact des publics. On a une autre gamme de services qui est plutôt liée à l'outillage. Donc j'entendais ce matin l'ensemble des supports, des vidéos qui ont pu être réalisées. Clairement, c'est des choses qu'il faut qu'on puisse diffuser un maximum auprès des publics, de ne pas reconstruire ce qui existe déjà. Donc peut-être à la suite de cette journée, pouvoir diffuser toutes ces informations. Et puis peut-être, dernier volet, mais on va peut-être rentrer sur le sujet après, on a une plateforme donc, de mise en relation entre les publics et les professionnels qui s'appelle Destination Métier. Vous avez Destination Métier, du coup, c'est déjà installé. Voilà, ça fonctionne plutôt bien. Vous avez notamment le dispositif des ambassadeurs, des mini-stages. Tout à fait. Donc cette plateforme, comme je le disais, donc ça permet donc cette mise en relation. On a à peu près aujourd'hui 160 ambassadeurs du secteur santé et social. Donc l'idée, bien évidemment, c'est d'augmenter ce nombre d'ambassadeurs métiers. Donc je fais un appel à vous tous ici à mobiliser vos équipes parce que ce rôle d'ambassadeur, il n'est pas tant chronophage qu'on pourrait l'imaginer, puisque l'idée, c'est pourquoi pas à un moment recevoir un mail, parfois être sollicité par un établissement pour aller intervenir dans une classe. Parfois, c'est venir pitcher justement à notre salon régional de l'orientation et des métiers. Donc vraiment, c'est vraiment transmettre le message, pouvoir témoigner de sa passion et de son métier. Et on voit que ça fonctionne vraiment très bien avec les publics jeunes parce que ça leur donne à connaître. Et donc, deuxième dispositif de cette plateforme, c'est le volet des mini-stages. Donc on connaît tous le stage de 3e, maintenant le stage de seconde. Et puis par ailleurs, on peut aussi effectuer des mini-stages pendant les vacances scolaires. Et là, ce sont les consulaires qui permettent d'avoir des conventions. Et l'idée, c'est qu'en échangeant avec vous, un professionnel, c'est un sujet qui revient régulièrement, on se disait, mais comment on peut faire pour pouvoir permettre à ces jeunes publics d'aller en établissement pour faire des mini-stages. Parce qu'on sait qu'au quotidien, vous accueillez beaucoup de stagiaires en formation, donc c'était un peu compliqué. Et puis on s'est beaucoup inspiré du centre hospitalier de Cherbourg, qui a déjà mis en place ces dispositifs, de standardiser finalement cette découverte et ne pas aller que vers les métiers du soin. C'est-à-dire de montrer la variété des métiers dans un hôpital et puis de faire une journée peut-être plutôt sur le volet médico-technique, plutôt administratif, vous voyez. Et comme ça, de balayer un peu l'ensemble des services et puis au moins d'avoir
comment un pas dans l'hôpital et dans ce que peut être, je prends l'exemple de l'hôpital, mais une autre structure, hein, mais voilà, l'idée c'est ça. Et puis par ailleurs, peut-être de mutualiser, c'est-à-dire que sur un territoire, si on ne peut pas accueillir pendant 5 jours un jeune en stage, on peut peut-être mutualiser avec un autre établissement à proximité qui, lui, peut le prendre 2 jours, un autre établissement 3 jours. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc ça, c'est vraiment des sujets sur lesquels on travaille en ce moment. Et voilà, avec la NFH que je vois ici. Donc voilà, on espère que ça pourra un peu se déployer sur l'ensemble de la Normandie. N'hésitez pas après à nous donner votre avis justement sur la question de la mutualisation des mini-stages. Et comment parvenez-vous à engager du coup l'ensemble des partenaires du territoire sur l'orientation des jeunes? Alors, globalement, je trouve qu'on a quand même pas mal de chance en Normandie parce que je trouve qu'on a des acteurs, enfin tous ici, qui sont très impliqués. Hein. C'est vrai qu'on a le plaisir à se retrouver, on a des groupes de travail où on essaie d'aborder l'ensemble des sujets. On voit qu'il y a une vraie volonté au sujet de l'attractivité des métiers. Donc c'est vraiment de la co-construction, c'est de se dire comment nous, la gamme de services qu'on propose à l'agence, elle colle à la réalité de vos métiers, parce qu'on ne peut pas être expert de tous les métiers, c'est pas possible, on a besoin de vous. Donc vraiment la mobilisation, elle est là, c'est la co-construction sur l'ensemble des outils qui peuvent être créés. C'est vraiment notre façon de travailler qui, je pense, colle bien à l'ensemble des partenaires normands. Voilà. Du coup, j'en profite aussi pour rappeler, vous parliez du Salon des métiers et de l'orientation, donc qui aura lieu le 30 janvier, 31 janvier et 1er février. Tout à fait, à Rouen cette année. À Rouen cette année. Et on a besoin de professionnels pour venir présenter leur métier ou tenir en fait un stand présentant l'ensemble des métiers de la filière. Donc n'hésitez surtout pas à revenir vers nous ou vers l'agence, évidemment. Tout est mis en ligne sur leur site internet, mais nous, en tant qu'ARS aussi, on essaye on peut faire ce lien-là. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, merci beaucoup. Muriel, alors pour la plateforme Calvados Autonomie. Donc, vous représentez la plateforme des métiers du Calvados qui existe depuis assez peu de temps finalement, moins de 3 ans, hein, c'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous parler simplement du rôle déjà de la plateforme et de la mission, puisque la plateforme des métiers, ça existe aujourd'hui dans 3 départements sur 5, mais ce n'est pas quelque chose de régional. Non. Alors, les plateformes des métiers de l'autonomie, pour ceux qui ne connaissent pas, découlent du rapport de Myriam El Khomri de 2019 sur l'attractivité des métiers. Donc, un appel à projet a été lancé par la CNSA et 90 départements, associations ont répondu et 19 ont été lauréats, du Calvados. Mes collègues de Seine-Maritime et de l'Orne sont présents aujourd'hui. Donc on essaie justement d'avoir une vision aussi régionale sur ce qu'on propose, sur ce qu'on fait. On se réunit régulièrement. Voilà. Alors il y a la réunion à la CNSA et puis il y a nos réunions à nous plutôt régionales, on va dire. Donc toutes les plateformes ont les mêmes missions. Simplement, chacun peut les décliner en définition de comment ils ont répondu à l'appel à projet. Donc la première mission, c'est de valoriser et sensibiliser au métier de l'autonomie. En ce qui nous concerne, nous avons débuté par 2 métiers pour tenter de ne pas s'éparpiller, on va dire. Donc c'était auxiliaire de vie et aide-soignante, auxiliaire de vie sociale bien sûr et aide-soignante. Beaucoup d'actions sur la sensibilisation au métier et sur la valorisation de ces métiers. C'est la base pour ensuite pouvoir, on va dire, aller sur la deuxième mission qui est de proposer des parcours professionnels vers ces métiers-là. Et enfin, la troisième mission, c'est de favoriser les recrutements. Donc, ce qui fait que, comme je disais, la première partie, valoriser, sensibiliser. Ensuite, on propose des parcours professionnels à toute personne intéressée par ces métiers-là. Donc, évidemment, ça va des plus jeunes. Par exemple, cette année, on a participé au Château des Enfants. C'est un lieu dans le Calvados où on propose un parcours métier aux enfants et à leurs parents. Donc, nous, on a déjà sensibilisé... on proposait à des enfants de jouer avec papy et mamie en les aidant dans les actes de la vie quotidienne. Enfin, c'est vraiment pour dire on part des plus jeunes jusqu'à toute personne intéressée, des personnes en reconversion. Évidemment, les demandeurs d'emploi, les personnes en reconversion, voilà, toute personne intéressée. Et évidemment les jeunes, puisque c'est le thème aujourd'hui, on va en parler.
En ce qui concerne les recrutements, nous, ce que l'on propose aux employeurs, c'est de pouvoir leur proposer des personnes intéressées dont on a, nous, vérifié déjà qu'ils ont soit effectué un stage, soit qu'ils ont une représentation du métier qui est réelle, puisque, comme vous le savez, les représentations de ces métiers ne sont pas toujours, on va dire, la réalité, quoi. Donc, pour la plateforme, je pense que, voilà, sinon, évidemment, on se tient à votre disposition. Donc vous vous êtes questionné sur la vision des métiers qu'ont les jeunes aujourd'hui. Et du coup, de fil en aiguille, vous avez une réflexion sur comment trouver un meilleur moyen de communiquer auprès de ces jeunes-là. Voilà, c'est ça. Alors, parmi tout ce qu'on a pu proposer comme action pour justement changer cette représentation, puisqu'on véhicule toujours une image assez fausse des métiers de l'autonomie, que ce soit à domicile, en EHPAD, etc., des salariés qui sont usés, fatigués, mal payés. Enfin, voilà, on entend beaucoup de choses. Donc nous, évidemment, notre discours est de dire, de permettre à chacun d'entendre les évolutions. Et par rapport aux jeunes, nous avons eu l'opportunité de participer à une proposition de la Caisse des dépôts qui souhaite lancer une grande campagne de communication pour les 18-24 ans. Donc voilà, au bout d'un an et demi de travail, nous sommes parvenus à une campagne de communication dans le Calvados qui a débuté au mois d'avril et qui se termine là fin octobre. Donc la campagne, elle a été travaillée de la façon suivante, c'est-à-dire que la Caisse des dépôts a réalisé 2 études. Peut-être que je vais trop vite. Non, ça va. Donc une première étude, j'essaie d'être concise, une première étude qui a consisté à interroger les professionnels sur ce qu'ils faisaient, qu'elles restaient dans leur métier malgré les difficultés connues et rencontrées. Donc voilà, elles ont pu exprimer ce qui les faisait rester, notamment leur propre développement personnel. On a entendu ce matin que les personnes pouvaient aussi se retrouver pour elles-mêmes dans un développement personnel en travaillant auprès d'autres personnes, en les aidant. C'était aussi pouvoir apprendre tout au long d'une carrière, apprendre de nouvelles choses, se former, et puis surtout d'être auprès de l'humain, de se sentir utile et d'aider. Donc une première étude auprès des professionnels, une seconde auprès des jeunes, où là, on leur a demandé évidemment vers quel métier eux ils aimeraient aller et pourquoi. Donc là encore, on a connu leur levier d'engagement, où sont beaucoup ressortis le sentiment d'être utile, le fait de donner du sens à son travail. On avait aussi, il y a des choses qui m'échappent dans l'étude là tout de suite, mais voilà, donc ces deux études ont été reliées. Et enfin, un travail avec une école de design pour connaître ce qui touchait les jeunes au niveau communication, les couleurs, les termes, le langage, etc. Donc cela a donné lieu à un travail en commun où la direction de la communication du département, moi-même et la Caisse des dépôts, nous avons réalisé, on va dire, des messages d'ailleurs que vous allez voir, puisque ça va être le meilleur moyen d'en parler et de les faire vivre. Donc là, il y a plusieurs vidéos qui ont été réalisées et qui renvoient sur une page qui s'appelle « Je veux être utile ». Donc c'est une mini-page Internet, on va dire, qui est reliée à la plateforme des métiers, où les personnes qui ont cliqué peuvent laisser leur message et ensuite être accompagnées par les coordinatrices de parcours professionnels de la plateforme. Donc on a réalisé 2 vidéos avec des influenceurs calvadosiens pour essayer d'être vraiment dans la réalité, pour montrer la réalité de ce qui pouvait se passer pour ces métiers-là dans le Calvados. Et ensuite d'autres vidéos, je vais en montrer une, où là, c'est pour passer le message et permettre aux personnes de s'inscrire pour un accompagnement sur la plateforme des métiers. Léon Marchand est le plus grand nageur de tous les temps. Ah oui, on n'hésite pas à se mouiller ici.
Mais bon, on n'est pas là pour débattre ou analyser les coulées de notre champion olympique, mais bien pour vous parler de métiers valorisants. Bah ouais, logique. Et en plus, ils sont facilement accessibles. Oui, oui, ça existe vraiment. Ce sont les métiers de l'accompagnement et du soin. Aide-soignant, aide à domicile, infirmier ou encore manager de secteur. Ici, la routine n'existe pas et il est impossible de s'ennuyer. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Finalement, c'est un peu comme sur League of Legends, LOL pour les fins connaisseurs. Il est possible d'évoluer et de monter en compétences, sauf que ce n'est pas du virtuel et qu'il s'agit bien de la vraie vie. Mais non, Messi, Lionel, Messi. Mais comment faire ? Eh bien par des formations ou grâce à la transmission de connaissances. Parce que oui, vous pouvez débuter en tant qu'aide-soignant, puis devenir infirmier. Finalement, c'est vous qui avez les cartes en main. Alors si tu recherches un métier avec des responsabilités, on a peut-être ce qu'il te faut. Rendez-vous sur jeuxêtre-utile.fr pour en savoir plus. Ça fait 14 ans que je suis aide-soignant. Le département du Calvados m'a invité à découvrir le métier. Oui, on va faire une petite pause sur juste. Donc là, c'est celle avec les messages, les couleurs, ce qu'on souhaitait faire passer aux jeunes. Donc c'était à destination, j'ai peut-être pas précisé, des 18-24 ans. Ça concernait les réseaux sociaux, et ça concerne les réseaux sociaux, évidemment TikTok, Instagram, Facebook, et associé à une campagne aussi sur Le Bon Coin où de façon en images, on va dire, on peut rejoindre cette campagne de communication. Celle qui va suivre, c'est donc là au plus proche, donc elle est dans à la Maison de Jeanne, un EHPAD à Villers-Bocage, où un influenceur calvadosien a accompagné un aide-soignant pour montrer un peu son travail au quotidien. Donc, juste pour préciser, toutes ces vidéos, nous les gardons et nous pourrons les diffuser. Nous pouvons si vous nous les demandez, nous pouvons les partager puisqu'elles appartiennent au département et pas... Voilà. On peut voir la deuxième maintenant. Ça fait 14 ans que je suis aide-soignant. Je te remets vite fait dans l'ambiance. Le département du Calvados m'a invité à découvrir le métier d'aide-soignant avec Julien qui travaille à la Maison de Jeanne à Villers-Bocage. J'ai passé toute la journée avec lui pour découvrir son quotidien et honnêtement casser un peu les préjugés que j'avais sur son taf. Le but c'est de créer de la vie et en fait faire en sorte que les personnes après elles aient plus besoin de moi. Ils sont bien les activités qu'ils font. Qu'est-ce que vous faites? Ah oui. Moi mon dada c'est de jouer à la pétanque. On part en campagne, on va au théâtre, on va au cinéma, on est allé à la mer là. Merveilleux. Il y a un lien comme ça qui se crée entre le soignant et les habitants. On est les premiers confidents, enfin, ouais, on connaît leur histoire de vie. Évidemment, il y a un détachement à faire parce qu'on est quand même soignant, pour rester professionnel. Mais par contre, on a un lien qui est très fort, mine de rien. Ouais, carrément. Et les gens qui travaillent ici, les infirmiers, les aides-soignants, ils sont très gentils. c'est quoi votre relation avec le personnel qui travaille ici? Beaucoup comme amis. Comme des amis ici? Oui, je trouve que chacun a ses valeurs. C'est exigeant, mais en même temps, ça se fait naturellement. Moi, je viens pas avec la boule au ventre, je viens tranquillement, il n'y a pas de souci. Après, je pense qu'il faut être vraiment organisé. En fait, c'est en ça que le métier est cool, c'est parce qu'en fait, on parle beaucoup. Les soins qu'on peut apporter, tout, c'est naturel, c'est ce qu'on fait pour nous. Donc là, ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait pour eux. C'est pas compliqué en soi. Moi, j'aime bien ce côté-là, le côté où on est vraiment, on est tous les deux, là, on est avec une personne, on parle de tout, de rien. Donc moi j'aime bien ce côté-là, c'est bien. Et franchement, ce que Julien m'a montré, c'est que le métier d'aide-soignant, c'est avant tout une histoire d'humain. J'ai été bluffé par la relation qu'il a avec chaque résident. C'est un job tellement riche où l'humain est vraiment au cœur de tout. Alors si comme Julien, tu t'intéresses au métier de l'accompagnement et du soin et que tu veux un secteur qui embauche, la plateforme Calvados Autonomie accompagne vers ces métiers et te permet de découvrir des métiers qui font vraiment la différence. Et pour ça, t'as juste à foncer sur jeveuxêtre-utile.fr et à te laisser guider. Alors, beaucoup de vues, hein, on approche le 1 million de vues. Par contre, alors sur tous réseaux sociaux confondus évidemment, même hors Calvados, puisque TikTok, on ne peut pas diffuser une campagne uniquement sur un département, c'est forcément régional. Par contre, dans les clics de Je vais être utile, là, dans les premières analyses, donc on a une 50aine de personnes jusqu'à maintenant qui ont laissé, pour nous, c'est énorme par rapport à d'autres actions qu'on a pu mener.
Simplement, elle visait les 18-24 ans et pour le moment, il y a très peu de jeunes en fait, qui ont laissé leur contact. Ce sont des personnes au-delà de 25 ans. Donc la campagne a touché les parents aussi, puisque des fois, c'est les parents qui ont écrit en disant « c'est pour mon enfant », enfin, quand on les a au téléphone. L'essentiel, c'est quand même qu'on ait pu parler des métiers, les valoriser. Il y a d'autres vidéos aussi. Et surtout, prendre contact avec des gens et leur permettre, quel que soit leur âge, finalement, parce qu'il y a un côté dans toutes les vues qu'on a pu voir, enfin comptabiliser, c'est que les jeunes, ils les ont vues, en fait, ces vidéos, ces métiers. Et pour le moment, il y a tout le côté qui est impalpable de se dire qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, ça a eu le mérite, et ça a le mérite d'exister. Oui, c'est pas du court terme de toute façon, ça sera du moyen ou du long terme. Il faut que ça tout à continue fait. à être diffusé. Merci beaucoup. Merci Muriel. Clarisse, donc directrice des formations en santé à l'Institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge à Alençon. Tout à fait. Et pouvez-vous d'abord vous présenter et puis nous parler de votre mission, s'il vous plaît, présenter votre institut. Très bien. Donc, effectivement, je suis directrice des formations en santé à Alençon et Mondeville. Donc, l'établissement, en fait, c'est Croix-Rouge Compétences Normandie. Donc, nous sommes implantés sur 3 sites. Donc, Bois-Guillaume, près de Rouen, Alençon et Mondeville. Pour ma part, je suis au niveau des filières de formation de santé. Donc, ce sont des formations pour les infirmiers, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture et les ambulanciers. Et donc, on vous a demandé de venir ici pour nous parler d'un dispositif qui est assez récent, nouveau en tout cas en région Normandie, qui est les cordées de la réussite. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Tout à fait. Donc, le dispositif des cordées de la réussite, c'est un dispositif qui, en fait, a été mis en place en 2018 et qui a pour but de promouvoir, enfin de valoriser en tout cas l'ambition chez les élèves des collèges et lycées. Et puis de limiter l'autocensure pour tout ce qui est question d'orientation. Donc au niveau de Croix-Rouge Compétences Normandie, on a intégré une cordée l'année dernière, donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Et l'objectif, quand on a intégré cette cordée, c'était de pouvoir accompagner les élèves dans le développement de leurs compétences psychosociales. Et puis aussi de réduire tout ce qui est en tout cas inégalité d'accès aux formations et notamment aux formations en santé puisque c'est notre domaine, le domaine qui nous concerne. Donc concrètement, nous sommes encordés avec un lycée qui est un lycée professionnel sur Alençon, le lycée Leclerc. Et nous avons ciblé pour l'année dernière à peu près 45 lycéens, première et terminale à SSP. Et sur la manière dont ça s'est mis en place, il y a eu plusieurs temps de rencontre entre les lycéens et les apprenants de l'Institut, donc des apprenants infirmiers, aides-soignants et auxiliaires de puériculture, avec plusieurs temps d'immersion où en fait les lycéens ont pu assister à des cours, à des TP, ils ont pu échanger avec les équipes pédagogiques, avec les autres apprenants. Ils ont bénéficié de temps de tutorat en collectif, en individuel. Et voilà, l'idée c'était aussi de pouvoir. Alors, c'est vrai que c'est des lycéens qui sont déjà orientés, puisque ce sont des bacs à SSP, mais l'idée c'était de leur ouvrir le champ des possibles, se dire que quand on finit une formation avec un bac à SSP, on peut, et c'était pour beaucoup leur objectif, pouvoir être agent de service hospitalier, agent de soins. Donc pour beaucoup, ils s'arrêtaient en fait à ce niveau-là, même s'ils avaient des envies de continuer des études. Et en fait, ce qu'on remarque là, c'est que, en tout cas, ce pari-là, pour nous, il est réussi. C'est-à-dire qu'on a sur 18 terminales 7 apprenants qui en fait ont intégré l'enseignement supérieur. Donc, on a pu mettre en place ce qu'il fallait comme levier pour pouvoir intégrer les formations. Et puis, avec la satisfaction, j'ai envie de dire, de toutes les parties. Donc vous accompagnez à peu près 45 élèves, c'est ça que vous disiez ? Sur l'année dernière, on avait eu 45 élèves encore. Ça représente quel investissement pour vous et vos équipes, du coup ? Est-ce que c'est très, très lourd ou est-ce que ça... Non, c'est pas lourd. Alors, c'est vrai que j'ai cette chance d'avoir une équipe qui a très vite adhéré au projet, donc c'est facilitant. Et puis, en fait, comme on les intègre dans le quotidien de l'Institut,
Donc en fait, quand ils intègrent l'Institut, ils participent vraiment à la vie de l'Institut, le repas, les cours. Voilà. Donc ça ne demande pas non plus un dégagement supplémentaire de temps. Le temps investi, il est surtout dans les rencontres, par contre, parce que ça se prépare. Donc les équipes pédagogiques du lycée et de l'Institut se rencontrent. Donc là, effectivement, c'est du temps qui est dégagé. Mais pour ce qui est de l'accompagnement des lycéens, en tout cas au niveau des équipes, non, ça ne mobilise pas énormément. Par contre, ça mobilise nos apprenants, qui eux sont investis. Donc ils accompagnent aussi, et en dehors de leurs heures de cours, les lycéens. Donc, voilà. Du coup, quel accueil en fait ce dispositif reçoit auprès à la fois des jeunes? Est-ce que vous avez ce retour de leur part? Et puis aussi de l'établissement, j'imagine. Oui, on a des retours des lycéens qui... alors, ce qu'ils ont apprécié, c'est vraiment l'idée de l'ouverture du champ des possibles. Ça, vraiment... et ça se fait à travers des rencontres, en fait, en rencontrant les autres apprenants et en rencontrant également les équipes pédagogiques. Moi, au niveau de l'équipe pédagogique, j'ai des parcours, j'imagine comme partout, qui sont divers. Donc, j'ai des formateurs qui ont été ASH, après aide-soignant, après infirmier, après cadre. Donc, en fait, ces échanges-là permettent d'ouvrir le champ. Les lycéens, c'est ce qu'ils en retiennent, en tout cas. Ils se disent à chaque fois, ah, bah, d'accord, bah, moi aussi, peut-être que... Donc, c'est surtout ce levier-là qu'on active. Donc, un retour très positif de la part des lycéens. Et puis, au niveau de l'équipe, il y a également des retours extrêmement positifs, tant dans la co-construction. Et je reviens, pareil, sur cette notion-là qui est très importante, la co-construction avec l'équipe pédagogique du lycée. Donc ça, c'est quelque chose qui est porteur, qui est valorisant. Et puis aussi avec la rencontre directe avec les lycéens. Pour ce qui est de nos apprenants, donc les étudiants en soins infirmiers et puis les apprenants aides-soignants et auxiliaires de puériculture, ils sont également, ils se sentent très valorisés en fait de pouvoir accompagner d'autres jeunes et de pouvoir contribuer en fait à la mise en place de leurs projets professionnels. Ça, en fait, ça étend aussi leurs compétences finalement pédagogiques. Oui. Donc c'est un beau succès puisqu'il y a eu des inscriptions en plus à la fin de l'année. Du coup, ça a généré vraiment des inscriptions. Oui, tout à fait. Donc, alors, j'ai pas encore les chiffres pour tout ce qui est IFAS, IFAP. Par contre, j'ai pu avoir les chiffres via Parcoursup pour l'enseignement supérieur. Donc, effectivement, on a 7 lycéens qui ont intégré l'enseignement supérieur contre 2 l'année précédente, donc là où il n'y avait pas de cordée. Alors, ça ne veut pas dire que tout est lié à la cordée, hein, mais je veux croire en tout cas qu'on y est quand même pour quelque chose et que le dispositif fonctionne. On en a 6 qui ont intégré un IFSI sur la région et un autre étudiant qui, lui, a intégré une filière sociale. C'est vrai qu'en fait, quand ils viennent sur site au sein de Croix-Rouge Compétences, pour beaucoup, et parce que aussi, moi je suis directrice des formations de santé, donc ils viennent voir ce qui se passe dans les filières en santé, mais pour tous ceux qui souhaitent voir aussi tout le reste, ils peuvent. Et donc une personne est allée voir, elle souhaitait voir les formations sociales, et donc elle a postulé après via Parcoursup pour assistance de service social. Voilà. Vous avez d'autres actions et d'autres projets au niveau de l'Institut? Oui, on a énormément de projets au niveau de l'Institut, donc on participe bien évidemment sur tout ce qui est salon, forum, via l'agence, en partenariat avec l'agence. Et puis il y a tout ce qui est collaboration avec les établissements de santé et médico-sociaux. Alors, 2 exemples, je peux vous donner 2 exemples d'actions qui ont été mises en place. Donc, une action qui a été faite avec le centre psychothérapeutique de l'Orne, qui, comme beaucoup d'établissements, faisaient face à une pénurie en fait de recrutement, et notamment pour les infirmiers. L'idée, ça a été de pouvoir donner accès à leur établissement. Parce que il y a la réalité, hein, les places de stage sont limitées, tous les étudiants ne peuvent pas aller en stage dans l'établissement. Donc en fait, on a co-construit une journée où le CPO a accueilli l'intégralité d'une promo d'étudiants au sein de son établissement.
Donc ça a mis aussi à contribution à l'intégralité du personnel de cet établissement qui a pu, via leur témoignage, via leur expérience professionnelle, rencontrer en fait nos étudiants et expliquer ce que c'était qu'être soignant en santé mentale. Des retombées extrêmement positives aussi pour les apprenants par rapport à cette action. D'autres actions, on a travaillé aussi de manière un peu plus particulière sur l'attractivité de la filière gériatrique avec des EHPAD et des centres hospitaliers. Et là, par contre, on a fait venir donc, des résidents, du personnel des établissements médico-sociaux et de santé, donc du personnel soignant, mais aussi un chef qui est venu expliquer voilà, comment il favorisait l'alimentation auprès des résidents. Plusieurs types de professionnels sont venus au sein de l'Institut pour justement que les apprenants aient une vision, j'ai envie de dire, élargie de ce que c'est que de travailler auprès d'un public âgé et j'aime bien l'idée de se sentir utile, de retrouver du sens. On a beaucoup parlé de ça ce matin, mais voilà, de retrouver du sens au métier, c'est ce qu'ils cherchent avant tout. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, j'ai des questions un peu pour toutes les trois. Savoir, voilà, selon vous, quelles sont les forces à valoriser dans notre secteur d'activité pour attirer les jeunes? Qu'est-ce qui leur plaît? Qu'est-ce qu'on peut valoriser? Je crois ce que vous venez de dire, le sens au travail, on en discutait encore ce midi voilà, durant le repas. Clairement, je pense que la nouvelle génération, on le sait, on le dit tous, ils ont besoin de sens au travail. Et je pense que pour le coup, dans ce secteur, c'est vraiment un aspect à valoriser et qui peut vraiment attirer, je pense, les publics. C'est très important, je pense. Moi, au niveau de mon établissement, j'ai fait une petite enquête voilà, j'ai envie de dire presque à brûle-pourpoint comme ça, mais j'avais besoin d'avoir un retour des étudiants sur les critères de choix pour leur futur employeur. Le premier critère, c'était l'ambiance dans l'équipe. Donc ça veut dire aussi qu'ils choisissent en fonction de là où ils sont passés en fait en stage. Voilà. Et puis ensuite est venu tout ce qui était qualité de vie au travail et notamment ce souhait de rentrer chez soi en étant satisfait de ce qu'ils ont fait dans la journée. Voilà. Et puis le salaire arrivait en 4e ou 5e position. Oui, ça rejoint ce que les collègues disaient, avec aussi peut-être pour ajouter par rapport à l'étude, la dernière là, dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi un besoin chez l'employeur de voir tout ce qui est en lien avec l'écologie, toutes ces questions-là sont très présentes, l'envie d'être challengé aussi, et un besoin d'avoir des perspectives professionnelles, même si ce n'est pas pour rester toujours chez le même employeur, mais en tout cas de se dire, là je parle pour nos métiers, oui, je veux bien faire une formation d'auxiliaire de vie, mais jusqu'où je peux aller, vers quoi je peux me tourner ensuite. Donc on voit bien que quand on leur explique que ce n'est pas un métier pour la vie, puisqu'on sait bien que les jeunes, maintenant, ça bouge voilà, beaucoup. Donc voilà. Sinon, oui, ça rejoint ce qu'on dit, donner du sens. Et du coup, on comprend qu'il y a vraiment quand même une génération qui est un peu différente d'avant, quoi. Où les aspirations ont évolué avec ces nouveaux, entre guillemets, nouveaux jeunes, nouvelle génération avec des nouvelles aspirations qu'il faut du coup moderniser et revoir un petit peu les pratiques pour les attirer. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les trois. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être, avant de partir. Il y a des questions. Oui, bonjour, Arnaud Lecoq, directeur de l'Uriops de Normandie, qui représente les acteurs non lucratifs des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires. Alors, pas tant une question qu'une remarque. Enfin, une remarque et une question. Alors, les jeunes, oui. Il y a aussi les professionnels plus anciens, avec plus d'ancienneté dans les organisations, qu'il va falloir accompagner plus longtemps, qu'il faudra aussi prendre en compte. Sur cette question des valeurs, c'est peut-être aussi venir réinterroger quelles sont nos valeurs communes aujourd'hui. C'est-à-dire que, par expérience, on sait que quand des jeunes arrivent parfois dans des organisations pour visiter ou en stage,
dans le terme d'accueil, les anciens professionnels vont amener leurs valeurs qui sont les leurs et qui ne sont pas forcément celles des jeunes professionnels. Vous avez, Muriel, tu évoquais tout à l'heure tout de suite la question de l'écologie, effectivement, qui est une valeur importante, qui n'est pas forcément pour les plus anciens. Donc c'est comment on partage ces valeurs-là. Moi, je voulais juste rappeler que c'est parce que j'ai le sentiment qu'on est assez peu présent aujourd'hui, mais qu'il y a tout un pan du secteur social, sanitaire et médico-social qui est porté par des associations, des mutuelles, des fondations, sur qui aussi vous pouvez vous appuyer, qui sont représentées par des têtes de réseau. L'Uriops en est une, mais ce n'est pas la seule. Donc n'hésitez pas, il y avait un appel tout à l'heure pour des témoignages ou la présence de professionnels. On peut aussi être le relais pour ces sujets-là. Et moi, j'aurais une question, alors peut-être Déborah, en tout cas en direction de l'ARS, sur la charte, en faisant le lien avec la charte qui a été signée ce matin. Est-ce que pour l'avenir, il y a quelque chose de l'ordre d'un copil élargi, un peu au niveau régional, qui pourrait être pensé pour qu'on porte tous collectivement, parce que je vois qu'on porte tous des actions un peu similaires, qu'on invente tous chacun nos outils, qu'on est tous innovants en matière d'outils d'accompagnement à l'attractivité. Pour autant, on se copie un peu les uns les autres, il faut se le dire. L'ARACT, d'ailleurs, fait de très belles choses sur le sujet, pour qu'on ne parle que d'une seule voix et qu'il y ait un peu de cohérence dans tout ce sujet de l'attractivité. Voilà. Alors effectivement, nous, on initie avec cette charte et la feuille de route qui a été déclinée, une action en région. Et on va souhaiter justement poursuivre les débats, poursuivre avec l'ensemble de nos partenaires cette feuille de route et la suivre en fait. On va suivre au bout de 6 mois, dans un premier temps, les actions, voir si elles ont pu se réaliser, qu'est-ce qui a dû être corrigé, est-ce qu'il y a des ajouts aussi à apporter à nos feuilles de route, qu'est-ce qui doit être ajusté. Et puis on souhaiterait se fixer en fait cette réunion, la réunion avec tous les partenaires, la faire tous les ans pour pouvoir justement faire un bilan des actions en région et toujours valoriser ce qui fonctionne, ce qui marche, les actions qui sont portées par nos partenaires ou par tout le monde et qu'on va souhaiter valoriser dans toute la région chaque année. Si vous êtes d'accord pour tous revenir. Merci. Donc c'est pour répondre à Arnaud. C'est vrai que ce qu'on se disait avec les représentants des fédérations du médico-social et puis avec aussi l'ORS Créaï, c'est que probablement on aura aussi le souhait de pouvoir élargir à d'autres secteurs. On pense au secteur du handicap qui finalement est assez peu représenté aujourd'hui, même si on va en parler un peu cet après-midi. Mais voilà, c'est le pied dans la porte avec cette première étape qui est importante, qui est structurante et qu'on puisse élargir derrière à d'autres initiatives innovantes parce que sur l'ensemble de nos territoires, on a des organismes, des fédérations, des associations qui se sont investies, certaines depuis des années sur le sujet et ce sera intéressant aussi de capitaliser sur leurs expériences. Donc à la fois sur les secteurs du handicap, le grand âge, on l'a vu bien représenté ce matin, les populations spécifiques également, le secteur de la ville, on le disait aussi. Donc voilà, on a tout un tas de choses à inscrire encore sur notre liste de travail, mais ce n'est que le début, Arnaud. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que vous vouliez rebondir sur les dispositifs qui ont été présentés, la campagne de communication, les mini-stages mutualisés, tout ça ? Bon, écoutez, je vous libère. Merci à tous. Alors, du coup, on va vous proposer une 3e table ronde qui va porter sur la formation et les parcours professionnels, adapter l'appareil de formation aux besoins et développer les parcours professionnels. Oui. Alors pour cette 3e table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Mèche et Camille Lancio. Tout d'abord, la région Normandie, direction des formations tout au long de la vie, et en particulier le service des formations sanitaires et sociales. Également avec nous Geneviève Delacour, conseillère technique régionale en soins auprès de l'ARS Normandie,
et puis Jacques Serpette, directeur de l'ADAPI 27, et Catherine Maillet, qui est avec nous aujourd'hui. Catherine qui travaille pour la Fondation Hospitalière de la Miséricorde. Alors, peut-être pour débuter, un point qui semble vraiment important à éclairer, c'est l'action qui peut être faite sur les formations sanitaires et sociales. Peut-être Camille, je vous propose d'ouvrir cette table ronde, puisque évidemment le premier enjeu pour nous, c'est d'arriver à former le plus possible de nouveaux soignants. C'est aussi de les fidéliser. Et on voit que cette fidélisation, cette attractivité, elle doit se travailler très tôt. Et on doit avoir une prise de conscience qui est très tôt. Donc, quel meilleur niveau, finalement, que le système de formation normand en lui-même pour l'évoquer. Merci, bonjour à tous. Donc oui, effectivement, on l'a évoqué, donc, la région a une compétence en matière de formation aux métiers de la santé et du travail social, donc les métiers avec diplôme d'État, qui est une compétence qui date de 2004. Donc ça a été évoqué ce matin, au-delà du financement des instituts et des aides aux individus type bourse ou rémunération, la région est également autorité organisatrice de cette carte des formations. Et donc, on travaille, quand on parle de carte des formations, il y a évidemment, on pense en premier lieu au volume de places sur chaque formation, mais c'est aussi une question de territoire, puisqu'on veille aussi au maillage de l'offre de formation sur le territoire, et puis également de calendrier, puisque toutes les formations ne se font pas forcément sur un rythme académique. Et finalement, on a aussi beaucoup réfléchi au lendemain de la crise Covid et du Ségur de la santé quand on a travaillé en partenariat étroit avec l'ARS sur des augmentations massives de places en formation. Finalement, au-delà de l'augmentation des quotas, l'idée c'était de se dire il faut qu'on diplôme plus. C'est pas tant de faire rentrer les gens, c'est vraiment d'avoir plus de professionnels. Donc on a beaucoup travaillé donc, évidemment sur cette notion d'attractivité qui est très large et dans laquelle on peut mettre beaucoup de choses, mais notamment comment est-ce qu'on attire en formation. Donc, comment on peut s'appuyer sur divers partenaires, et on l'a vu notamment l'Agence de l'orientation, qui est évidemment le bras droit de la région sur ce sujet-là, mais aussi comment on prépare mieux les publics à rentrer en formation, parce qu'une fois qu'ils sont en formation, il faut qu'ils puissent avoir tous les outils, tous les prérequis nécessaires pour ne pas décrocher pendant la formation. Donc comment est-ce qu'on peut s'appuyer aussi, puisque la région est compétente en matière de formation des demandeurs d'emploi, sur tout un tas d'opérateurs qui préparent et qui refont aussi parfois de la mise en dynamique de formation. Donc comment on peut également s'appuyer sur eux. Et puis il y a aussi toute la question, et là je me retourne vraiment vers l'ARS, sur la qualité de la formation et la question des stages aussi, qui est vraiment un enjeu majeur en matière de formation. Oui, bien sûr, les stages, c'est fondateur. Alors on a au sein de l'assistance à la fois des représentants du secteur de formation en lui-même, hein, puisqu'on a le plaisir d'accueillir de nombreux professionnels qui exercent en institut de formation et directrices et directeurs. On a également des représentants des fédérations publiques et privées, à la fois d'établissements sanitaires et médico-sociaux. Donc je crois que c'est un petit peu le message qui est passé, alors qu'il y a un message très bienveillant en fait. C'est comment améliorer aussi l'attractivité des formations en IFSI, et on sait que c'est déjà un sujet qui est très, très bien investi, mais aussi évidemment lors des stages, que ce soit en service de soins à l'hôpital ou à la clinique, ou bien en établissement médico-social. C'est évidemment une question très importante. Donc c'est un peu un appel du pied finalement pour travailler sur ce sujet en partenariat. Alors sans tout dévoiler, ce que je peux dire, c'est qu'il y a déjà des travaux qui sont en cours, qui sont actuellement portés, on y reviendra sans doute tout à l'heure, en partenariat avec l'ARACT Normandie, et puis qui sont portés par les instituts de formation eux-mêmes. Et donc, évidemment, c'est un sujet très important, et l'ARS Normandie et tout le secteur des métiers du soin et de l'accompagnement va répondre présent, chère Camille. Merci beaucoup. Alors, je vous propose d'évoquer un petit peu avec Jacques Serpette, directeur de l'ADAPI 27. D'abord, bonjour et merci d'être avec nous, c'est un plaisir. Alors, d'évoquer un petit peu comment, sur le terrain, donc dans le secteur associatif, avec tous les services qui sont proposés par vos équipes, par vos professionnels, par les bénévoles qui travaillent avec vous, comment est-ce que cette problématique, cette question de l'attractivité, vous l'envisagez pour réussir vos missions et vos objectifs ?
Vaste question qu'on partage tous ici. Tout d'abord, 2 mots sur l'ADAPI 27, qui est une association qui représente à peu près 560 salariés, qui accompagne des enfants et des adultes en situation de handicap avec des troubles du neurodéveloppement. C'est une préoccupation, je dirais, dans les deux principales préoccupations. J'évoque, comme beaucoup ici, on a quand même une grosse crainte sur l'évolution financière, les contraintes financières. Mais la deuxième, évidemment, en tout cas, qui est essentielle, c'est la question de l'attractivité. Alors, simplement, quelques mots. D'abord, on a la table ronde précédente, on parlait de sens. C'est le cœur de la motivation. Et donc, une des actions premières que l'association a fait, c'est d'écrire un projet avec tous. Quel sens, quelle action l'association doit mener au regard de l'évolution de la société. Sachez qu'on est sur une forte évolution du secteur social et notamment sur le champ du handicap. On a tous entendu parler dans le cadre des Jeux paralympiques de la question de l'évolution inclusive. Ce n'est pas que des mots, c'est un retard que la France a et c'est de passer rapidement, je l'évoquerai, passer d'un modèle dit médical où on dit que le problème c'est la personne, à un modèle plus sociétal de dire le problème c'est l'environnement. Et comment nos professionnels peuvent agir là-dessus et donner sens à leur activité. Et je pense que ça, c'est un aspect essentiel dans la motivation des salariés, ça a été rappelé tout à l'heure, de dire à quoi, effectivement, je peux participer dans l'évolution de cette société qui, aujourd'hui, a tendance à mettre à l'écart des personnes en situation de handicap, mettez-les loin qu'on ne les voit pas. On est sur une autre dynamique qui donne, je pense, et ça m'a marqué, on développe beaucoup dans l'association ce qu'on appelle la valorisation des rôles sociaux. C'est vraiment une culture des professionnels qui, d'ailleurs, qui l'évoque assez rapidement. Après, on a évoqué sur des aspects plus techniques un peu quel avantage on pouvait apporter. Alors, je vais passer rapidement sur des avantages liés à la mutuelle ou sur la mobilité, sur le soutien à la mobilité. Et puis, on a développé, je l'évoquerai peut-être dans un second temps, la question de l'accès aux formations. L'accès aux formations en étant bien au-delà de nos obligations, avec une focale importante, et là aussi je fais écho à ce qu'on disait tout à l'heure, sur la question de la formation des cadres, où là on attend autre chose d'un cadre. Si on veut permettre, on a parlé d'ambiance, de reconnaissance au travail, ça veut dire qu'il y a effectivement une évolution importante, je l'évoquerai dans un second temps, en tout cas de s'emparer, et donc ne pas parler de marque employeur, mais on évoque, nous, la promesse employeur. Quel engagement on prend vis-à-vis des salariés qui travaillent dans notre association, comme place qu'on souhaite leur donner, tant sur le plan qu'acteurs, mais leur place qu'on leur donne aussi, qui participent à l'évolution de la société, et que ça ne doit pas être des mots, mais ça doit effectivement s'incarner et se mettre en pratique. Voilà en quelques mots, avec, et ça a été évoqué, la question de l'environnement, la question de bien sûr, qui est essentielle. Il y a un jeune salarié, une fois, qui me dit... effectivement, j'ai vu qu'il y avait des actions et qui appréciaient le fait qu'on avait une flotte automobile électrique. Il disait qu'il n'y a pas, ça s'incarne. Je vois qu'aussi avec toutes les questions des déchets, la question des circuits courts, etc. Effectivement, c'est aussi des aspects. Alors je vous donne ça en vrac un peu parce qu'on est un peu en loin, mais c'est effectivement une politique globale. On voit l'importance effectivement de ces sujets pour la DPI 27. Alors peut-être une question justement. Pour que ces enjeux soient bien appropriés, bien partagés avec l'ensemble des métiers de l'ADPI 27. Comment est-ce que vous structurez la formation? Est-ce que vous avez un axe particulier ou un effort aussi budgétaire? C'est quelque chose qui coûte, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe, cet aspect de la formation continue au sein et du soutien à la formation au niveau de l'ADPI? Alors, on a fait le choix d'aller au-delà de nos obligations sur ces aspects aussi en mettant dans le panier de la formation tout ce qui est analyse de pratique, qui sont des actions très importantes, c'est-à-dire qu'on va accompagner des professionnels dans leur pratique par des professionnels, souvent des psychologues ou des coachs. Et donc ça nous amène effectivement à contribuer de manière beaucoup plus importante et donc de bénéficier avec notre OPCO d'avantages sur des financements qu'on ne pourrait pas avoir autrement. Donc ça c'est un axe lié au financement qu'on peut avoir sur les formations. Et je vous le disais, on a quand même vraiment le métier aujourd'hui des professionnels du médico-social et notamment du champ du handicap n'a plus
grand-chose à voir ce qu'il était hier. Je parlais effectivement sur la question de l'évolution inclusive, mais on peut parler aussi de la question de l'autodétermination, sur des nouveaux publics. Déborah le sait bien, on a des nouveaux publics, et notamment des publics avec des troubles du spectre de l'autisme, ce qui nécessite quand même des formations importantes pour les professionnels. On a des publics liés à l'handicap, effectivement, avec des souffrances psychiques. Je pense d'ailleurs on a progressé dans le partenariat qu'on a avec nos collègues de la santé mentale, où là aussi on a besoin de former les professionnels sur ces nouveaux publics dont on a besoin de répondre, parce que c'est notre métier de répondre à la réponse des territoires, et là aussi je pense que ça donne sens à l'implication. Et avec une focale importante quand même sur la formation des cadres, où là on a mené une action importante sur une année avec tout un parcours de formation managériale qui a abouti à une empreinte managériale, un engagement des cadres qu'ils ont eux-mêmes écrit sur quel qu'ils entendaient et en cohérence avec ce que je viens de dire, sur ce que ça veut dire d'être cadre dans l'association. Donc ça, c'est évidemment un aspect qui est très intéressant. Quel est l'objectif à travers cette priorisation mise sur l'encadrement? Est-ce que il s'agit vraiment d'un regard spécifique sur vos structures, ou bien c'est à partir d'un constat, ou bien est-ce que c'est issu du projet stratégique de l'ADAPI 27 ? Oui, et puis c'est ce que je vous disais aujourd'hui, lié à l'incarnation de la promesse employeur, la place qu'on souhaite donner aux salariés, leur valorisation. J'aime bien le terme en disant aujourd'hui on attend plus d'un cadre, c'est pas un petit chef qu'on attend. Alors ce sont des mots, mais les mots ont de l'importance. J'aime pas le terme chef de service, il n'y a pas de chef de service à l'ADAPI. Il y a des adjoints de direction, c'est pas pareil. Et j'aime bien le terme de dire un cadre avant tout, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est plus un coach. C'est plus un soutien, c'est plus un animateur. Alors évidemment, il y a des aspects, il y a des moments dans la vie où il y a des lignes rouges qui sont franchies, il faut agir. Mais c'est quand même pas le quotidien d'un cadre. De valoriser son équipe, de prendre du temps pour des temps conviviaux. Enfin, c'est tout un tas d'actions à mener pour que cette valorisation des salariés puisse progresser, puisse se réaliser et qu'on puisse écouter. L'autonomie aussi, un point que j'ai pas encore évoqué, la question de l'autonomie des salariés, elle est essentielle. Je crois que dans les études managériales, c'est un aspect où, quel que soit le poste du salarié, y compris un agent de service intérieur, quelle autonomie il peut avoir, quelle possibilité il peut avoir de proposer des actions, de mettre en œuvre, ça peut être des petites actions, mais des actions qui ont toute leur importance, de permettre à une personne d'accéder à la lingerie, par exemple, et de pouvoir participer. Ça peut être une action importante. J'avais des personnes aussi dans l'établissement que je dirigeais pendant le temps qui participaient quelquefois au secrétariat. Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, il y a des personnes en situation de handicap où chacun peut avoir sa place sur plein de petites micro-projets, ou quelquefois des projets beaucoup plus importants, mais portés à l'initiative des salariés ou d'équipes de salariés. Je pense que c'est une évolution managériale qui est aujourd'hui essentielle dans les enjeux, permettent à des équipes d'avoir des responsabilités, de créer et d'innover, et peut-être quelquefois de se tromper aussi, mais en tout cas d'avancer ensemble. Oui, bien sûr, vous avez raison, l'erreur fait partie de la progression, mais c'est très important ce que vous dites. Je crois qu'on a identifié tout à l'heure, on a beaucoup évoqué la question du sens comme premier fondement d'attractivité. On voit là qu'il y a un deuxième thème très important, c'est l'autonomie au travail. Et on sent bien que là, il y a quelque chose de majeur, et donc que vous avez souhaité porter à travers l'ensemble de vos actions, mais en particulier le travail au niveau de l'encadrement. Merci beaucoup. Donc c'est un parcours d'une dizaine de jours qui a été sur un an, avec l'implication de la direction générale, c'est-à-dire que sur effectivement de certaines actions, je pense que la question de l'humilité est une question importante dans la position des cadres, mais on n'a pas le temps de l'évoquer, et qui effectivement se poursuit. C'est pas miraculeux. Il y a des choses qui ont besoin de se poursuivre et de continuer de pérenniser sur cette place globalement de l'encadrement de l'association. Eh ben merci beaucoup. Alors, un peu en lien finalement, puisqu'on parle d'encadrement, on parle de motivation au métier. Tout à l'heure, on évoquait l'évolution des métiers, qui était très bien valorisée par la plateforme 14. Parlons d'un nouveau métier dans le champ sanitaire, mais pas seulement. Le métier d'infirmier en pratique avancée. Et je vous propose d'écouter Geneviève Delacour, qui est donc conseillère technique régionale en soins à l'ARS Normandie. Alors moi, Geneviève, j'ai envie de poser une première question. Qu'est-ce qu'une IPA ? Très bonne question, merci de l'avoir posée. Alors, juste quelques mots d'introduction, et ensuite, je laisserai la parole à Catherine qui vous expliquera effectivement comment ça se met en place dans une structure, etc., par rapport à la prise en charge de patients. Je vais peut-être me lever parce qu'il y a
le pupitre qui cache une partie de la salle. Alors tout d'abord, infirmier en pratique avancée, vous avez déjà une explication dans les termes. Infirmier, donc il faut déjà avoir un diplôme d'État. En pratique avancée, on a beaucoup parlé des étudiants, des collégiens, etc. Moi, je voulais aussi vous dire, par rapport aussi aux professionnels de santé qui sont engagés depuis plusieurs années, plusieurs, je dirais, expériences professionnelles, il faut aussi leur donner des motivations pour progresser et avancer. Bien souvent, il y a deux types de sens aussi, des degrés au niveau du sens. Quand vous êtes professionnel de santé, votre priorité, c'est la prise en charge de l'usager, du patient, du résident. Il est toujours au centre de vos préoccupations. Et il y a un deuxième sens aussi par rapport, si je puis dire, une deuxième dimension, par rapport à l'engagement professionnel, à la progression, à la maîtrise des méthodes. Et au bout d'un certain temps, effectivement, on a envie de progresser, on a envie de se diversifier. Et aussi sans avoir d'expertise, parce que vous savez aussi bien que moi qu'il existe des spécialités infirmières, hein, IAD, IBAUD, PER, cadre, etc. Là, ce n'est pas une formation continue, c'est un nouveau métier. C'est-à-dire que c'est une formation, là je vous parle un petit peu théorique, hein, mais une formation universitaire en 2 ans, alors avec une double tutelle, ministère de l'enseignement supérieur et ministère de la Santé. C'est pour ça que vous obtenez un diplôme d'État de grade Master 2. Il y a un jury de sélection à l'entrée. Tout le monde ne peut pas, il faut quand même se préparer, hein, parce qu'effectivement, il faut aussi avoir un bon dossier de projet pluriprofessionnel. On y tient beaucoup. C'est-à-dire qu'au niveau des jurys universitaires, c'est une formation qui a lieu depuis la sortie des textes et la création en 2018, sortie des textes, donc première promotion. Il y a eu un agrément au niveau de la Normandie sur l'université santé avec 2 sites, BICIT Rouen-Caen. Hein. Si vous avez des questions, je pourrais vous développer. Et c'est une formation en 2 ans où vous avez la première année en tronc commun. La deuxième année où vous choisissez, ce n'est pas une spécialité, c'est une mention. Alors, ceux qui sont sortis en 2018, il y avait pathologie, il y a depuis 2018 pathologie chronique stabilisée, onco-hémato. Ensuite, en 2019, et vous avez la mention psy santé mentale, psychiatrie santé mentale, et ensuite maladie rénale chronique urgence. En Normandie, vous avez la chance de pouvoir bénéficier des 5 mentions en deuxième année, avec effectivement des stages en région, voire hors région. Et au niveau de l'université, nous avons fait des montages pédagogiques qui sont très attractifs, même pour les régions limitrophes. Voilà. Alors, à l'obtention, alors l'ARS accompagne, je dirais financièrement durant les études. Hein, tout ça, vous le retrouvez sur le site de l'ARS. N'hésitez pas à les consulter. La priorité, ce sont les infirmiers, infirmières libéraux. Pourquoi? Tout simplement parce que pendant 2 années d'études, il y a effectivement une perte de revenus, tout simplement. Et en cela, et je tiens à les remercier, l'URPS infirmier fait un formidable accompagnement à la fois méthodo et pédagogique. Et de l'autre côté, nous avons aussi, au niveau de l'ARS, une aide auprès des établissements de santé en soutien, en finançant une partie du projet pluriprofessionnel. Nous ne sommes que 2 régions au niveau national à accompagner les établissements de santé et les établissements médico-sociaux. Alors après, que fait l'IPA, hein, parce que ce n'est pas une formation continue, c'est en vue d'améliorer, c'est une formation universitaire en vue d'améliorer les parcours de soins, la prise en charge effectivement du patient dans un accompagnement, dans un suivi, dans un accompagnement auprès des patients, des résidents, des usagers. Et là, je vais passer la parole. Alors, je sais qu'il y en a aussi qui sont dans la salle, hein, qui écoutent attentivement. Et donc, je vais passer la parole à Catherine pour nous présenter un exemple de mise en œuvre. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais succinctement vous présenter la Fondation Hospitalière de la Miséricorde, qui est un établissement sanitaire et médico-social, hein, qui comprend aussi des structures médico-sociales, au centre-ville de Caen pour ce qui concerne l'établissement sanitaire privé à but non lucratif.
Donc, comme l'ensemble des établissements, nous avons pris un virage ambulatoire il y a déjà quelques années. Et dans ce cadre, en fait, nous avons été sollicités par des étudiants dès la première promotion infirmiers en pratique avancée pour qu'ils puissent faire leur stage dans nos structures et en particulier en hospitalisation de jour gériatrique et en réadaptation cardiaque. Donc, bien sûr, nous les avons accueillis avec plaisir. Alors, ces stages, finalement fondateurs, effectivement, leur ont permis, effectivement, sûrement de monter en compétences, ont permis, en fait, de démontrer, en fait, à l'équipe médicale quelle était réellement leur fonction et éventuellement l'avantage de leur présence et de leur pratique dans la prise en charge des patients. Ça nous a permis, nous aussi, de mieux connaître, en fait, leurs compétences futures. Voilà, donc à l'issue de ces stages, donc ils sont repartis, on a accueilli d'autres, et c'est vrai que l'équipe médicale en fait a commencé vraiment à réfléchir sur le bien fondé de recruter un IPA au sein de ces services très particuliers d'accueil de jour, donc d'évaluation de patients gériatriques, souvent adressés par des médecins traitants parce qu'aggravant leurs troubles cognitifs ou faisant des chutes à répétition. Donc l'accueil est organisé et la prise en charge est pluridisciplinaire. Ce qui permet en fait d'en établir une synthèse et de renvoyer vers le médecin traitant avec des propositions d'action pour tout ça, pour favoriser le maintien à domicile le plus longtemps possible. Et c'est aussi une alternative à l'hospitalisation. Donc à l'issue de nos réflexions, il nous a fallu convaincre notre direction générale du bien fondé du recrutement de cette IPA. Finalement très aidés par l'équipe médicale, nous avons réussi à les convaincre et nous avons recruté notre premier étudiant qui s'est représenté quelques temps plus tard, qui est ici dans la salle. Et nous avons recruté donc Arnaud, IPA en hospitalisation de jour. Le constat qu'on en fait à un an et demi de présence de notre infirmier au sein du service, c'est une augmentation de l'activité, puisque Arnaud revoit tous les patients dans le cadre de leur suivi à 3 ou 6 mois, ce qui permet aux médecins de prendre en charge plus de nouveaux arrivants, de nouvelles évaluations de nouveaux patients, puisque ça a dégagé quand même du temps médical. Alors il faut dire que ma négociation au niveau de la direction, parce qu'il faut toujours négocier, elle a été aussi, j'ai argumenté le point de vue financier. Je dis, on va économiser du temps médical. Et à l'époque, il nous manquait un 40% médical et j'ai argumenté aussi comme cela pour pouvoir trouver les moyens de financer en fait ce poste, cette création de poste au sein de ce service. Toujours est-il que le résultat est particulièrement positif en particulier pour le suivi et la prise en charge des patients. Donc on prend plus de patients, donc en besoin, puisqu'on avait une file d'attente et une file active en attente qui s'allongeait, parce que le besoin est énorme sur le bassin cané pour prendre en charge ces patients. On sait que ces patients, si on ne les prend pas rapidement en charge, finalement, ils vont... alors je ne veux pas dire emboliser, mais en tout cas, à un moment donné, le maintien à domicile deviendra difficile. Et puis finalement, ils seront envoyés aux urgences, ils attendront pendant des heures sur un brancard faute de lit. Et leur état, de toute façon, ne s'arrangera pas. Enfin, en tout cas, ce sera très péjoratif pour leur pronostic. Donc on est sur une qualité de prise en charge. On a amélioré la qualité de la prise en charge. Et je trouve que ça, c'est particulièrement positif, puisque, comme le disait Geneviève, en fait, l'idée, c'est quand même aussi de pouvoir être très qualitatif dans la prise en charge des patients et aussi proposer des alternatives à l'hospitalisation pour des personnes âgées. Et l'on voit, compte tenu des études démographiques en cours, que le besoin va augmenter. Alors, l'étape suivante, c'est de pouvoir proposer cette formation à nos propres professionnels que l'on identifie comme étant disposés et avoir les ressources nécessaires pour suivre cette formation. Et une infirmière de réadaptation cardiaque a postulé un peu in extremis au concours. Elle a été reçue, mais elle avait été identifiée comme étant une professionnelle étant tout à fait en capacité de suivre cette formation, et elle vient de rentrer en formation là en septembre, donc il y a 15 jours. Alors, ça pose le problème du financement quand même, parce que c'est un financement sur 2 ans en alternance.
Ça pose le problème de les remplacer quand ils sont en formation. Ça pose le problème aussi puisque la formation est sur Caen et Rouen, hein, donc ça a un coût. Donc on a été aidé par l'ARS, bien évidemment, on a demandé la subvention ARS, mais c'est vrai que c'est quand même un coût pour les établissements qui n'est pas anodin, et je dois pour cela renoncer à des formations éventuellement d'aides-soignantes qui souhaiteraient être infirmières. J'ai pas le choix que d'alterner en fait ces formations, puisque nous, notre plan de formation n'est pas suffisant pour pouvoir financer une aide-soignante qui souhaiterait devenir infirmière ou une infirmière qui souhaiterait devenir IPA. Donc j'essaie de convaincre l'évolution professionnelle de nos IDE, mais il ne faut pas non plus qu'on oublie nos aides-soignantes qui souhaitent aussi devenir IDE. Donc voilà, c'est tout un... Donc c'est une expérience qui est vraiment intégrée dans les projets de développement de la clinique, ça on le comprend bien. Moi j'ai une question, comment vous avez convaincu vos médecins d'accepter de travailler avec des IPA, ou bien ils étaient déjà convaincus? Je crois que c'est le stage. Enfin, Arnaud, qui est ici dans la salle, le dira mieux que moi, mais je pense que le fait d'avoir accueilli des étudiants en stage, ça a permis en fait, aux médecins d'aborder en fait, leur degré de compétence, de voir un peu comment ils pourraient, dans leur exercice, les soulager, en particulier pour le suivi des patients qui ont déjà été évalués par les gériatres, hein, et qui nécessitent en fait, un suivi régulier pour voir si les symptômes s'aggravent ou pas. C'est ça, Arnaud, hein? Et donc, pour le coup, ça leur permet de dégager du temps médical pour pouvoir prendre en charge de nouveaux patients. Ça augmente l'activité. Ça leur permet, eux aussi, pour le coup, de négocier du temps médical supplémentaire, puisque plus de patients à accueillir et plus d'activités, donc plus de ressources. Parce que nous sommes, encore une fois, un établissement à but non lucratif. C'est-à-dire que si l'on dégage en fait des ressources, on les retraduit immédiatement dans l'humain ou le matériel. Donc c'est vrai qu'on est passé de 5-6 places en hospitalisation de jour à actuellement 9 à 10. Donc on a doublé notre capacitaire. Donc on répond quand même à une demande. Donc aujourd'hui c'est vraiment un jalon indispensable du parcours de prise en charge, de prise en soin au niveau de la clinique. C'est certain. C'est certain. Et la réflexion, c'est que tout à l'heure, j'entendais en fait les communications, mais c'est vrai que dans les questionnaires de satisfaction que l'on récolte à l'issue de cette hospitalisation de jour, je pense qu'on va en construire spécifique à la prise en charge IPA, puisque Arnaud revoit les patients de manière intermédiaire, et on va récolter la satisfaction spécifique à la prise en charge IPA. Je crois que ce serait très intéressant. Il a fallu aussi convaincre les médecins traitants et les pharmaciens. Les pharmaciens, au départ, quand ils ont eu une ordonnance signée d'un infirmier, ils n'étaient pas tous bien au clair sur le dispositif. Mais en tout cas, je pense que maintenant, ça rentre complètement dans les mœurs. Je pense que tout le monde est bien au clair sur la fonction IPA en ville, je pense. Merci beaucoup pour ce témoignage sur cette nouvelle modalité de prise en charge à la clinique. Merci Catherine. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle auprès de nos 4 invités sur ces différentes facettes de la thématique formation et parcours professionnel? Non? Mais il y a peut-être une intervention. Juste rappeler, parce que vous venez de le dire, toute la difficulté en fait, d'accompagner finalement les professionnels qui sont déjà dans les structures, et on l'a vu ce matin comme un vrai levier en fait, d'attractivité pour les structures que de proposer des perspectives aussi pour les salariés. Et on voit, c'est un vrai sujet. Et sur ce secteur où on peut avoir parfois des employeurs, vous évoquiez une aide-soignante qui veut devenir infirmière, c'est parfois difficile pour des employeurs de dire je vais vous accompagner dans votre projet professionnel, alors que cet employeur n'a lui-même pas forcément de poste à offrir. Et en fait, je pense qu'il faut réfléchir à peut-être plus long terme et se dire que finalement ce sera bénéfique pour l'employeur, même si cette personne, on lui souhaite, elle puisse partir en formation et faire aboutir son projet et quitter cet employeur, ça permet aussi de redonner de l'attractivité sur des postes d'aide-soignants, etc. Donc il faut le voir comme peut-être un cercle vertueux à plus long terme. Et c'est vrai que de toute façon, voilà, c'est ça. Et puis c'est vrai que ce sujet de la formation, qui dure plusieurs années, c'est un poids qui n'est pas négligeable pour les employeurs, et c'est la raison pour laquelle on a mis en place un comité des financeurs au niveau de la région. Donc on travaille avec Transition Pro pour des personnes qui souhaitent se reconvertir sur ces métiers-là.
Ça marche, si c'est bon. Avec les OPCO du secteur, donc notamment l'OPCO Santé, mais aussi la NFH qui est présente dans la salle et Uniformation, voilà, pour accompagner, parce que finalement, la région n'est pas compétente sur le financement des parcours des salariés, mais comment, en partageant des coûts de formation, on peut voilà, accompagner davantage de professionnels dans leur projet d'évolution. Juste pour cette évolution très particulière des infirmiers, parce que moi je suis d'origine infirmière, quand je vois en fait la fonction et les missions de ce métier IPA, moi je sais qu'en tant qu'infirmière, je ne me serais peut-être pas dirigée vers la formation cadre en fait, si cette formation avait existé. Je pense qu'elle est particulièrement intéressante. Ça permet de rester complètement dans le soin, à proximité immédiate des patients, avec en nous obligeant à avoir des capacités d'analyse, d'anamnèse et de réflexion thérapeutique. Et on s'approche vraiment du diagnostic médical sans être vraiment médecin, mais je trouve que c'est vraiment une formation et une fonction très intéressante et passionnante. Et c'est vraiment une alternative d'évolution professionnelle des infirmiers qui vient d'arriver comme ça. Alors j'espère qu'elle va encore progresser, parce que j'ai entendu dire qu'on a laissé peut-être les infirmiers un peu plus de marge de liberté. Sur le plan managérial, ça s'appelle comme ça, la marge de liberté, parce qu'on est quand même en capacité d'évaluer les situations de soins. On est formé pour ça. L'expérience ensuite, puisque ce sont des formations qui sont offertes à des infirmiers d'expérience, bien évidemment. Je pense qu'au bout d'un certain nombre d'exercices professionnels, on est tout à fait en capacité de monter en charge en compétences et de soulager en fait des médecins, tout simplement, dont on voit quand même qu'ils sont un petit peu avec une démographie négative. Donc je pense qu'il faut nous faire confiance. On ne va pas dépasser nos décrets de compétences. On a l'habitude, on l'a toujours fait, on s'est toujours maintenu à nos décrets de compétences. Et si on nous fait monter en charge, on le fera. Voilà, c'est clair. Et je dirais aussi en améliorant les parcours de soins et aussi en réduisant les délais de prise en charge. Parce que ça aussi, il y a une forte attente sur des différentes prises en charge, différents parcours, etc. Je vous ai cité les 5 mentions tout à l'heure, mais c'est une réalité. Et il y a une réelle réduction des délais de prise en charge lorsque vous avez un IPA. Alors, il y a aussi, on va dire, des freins, etc. Ça, il y en a dans toute situation. Mais il y a une nette amélioration avec aussi une dimension, on l'a peu évoquée parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais toute la dimension éducation thérapeutique, que ce soit de l'usager, patient, résident, son entourage, sa famille, parce que bien évidemment, il y a des pathologies chroniques qui se chronicisent de plus en plus ou qui se dégradent, si je puis dire, dans un contexte familial où il n'y a pas forcément une hygiène, entre guillemets, alimentaire ou un équilibre alimentaire, etc. Et là, toute la famille est concernée. Voilà, c'est juste quelques précisions. Voilà. Merci beaucoup pour ces différents témoignages. Merci Geneviève, Catherine, Jacques, Camille. Je vous propose de marquer une courte pause d'une dizaine de minutes avant notre prochaine table ronde qui portera sur recrutement et fidélisation. Merci à toutes et à tous.